et bienvenue dans Pause Clé, le podcast qui analyse et critique les films, séries, courts-métrages d'animation. Je suis Antoine, et pour présenter l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Léna, Coucou, de Sarah, bonjour, de Brice, coucou, et d'Alexandra. Salut. 15 ans après, elle répond. Ouais, je me suis pas remise de Brice, tu vois. Et depuis notre studio d'enregistrement disparate, on va parler ensemble des Hirondelles de Kaboul, sorti en 2019, de Zabou Bretman et Eléa Gobé-Mavelek. t'as réussi à le dire. Moi, je suis impressionnée aussi, hein. Gobé-Mavelek, je crois que j'ai dit Mavelek, mais c'est pas grave. On va réfléchir ensemble sur le choix de l'animation pour traiter une réalité dramatique. Et vous aurez la réponse en fin d'émission. Mais avant tout, bande-annonce. J'aimerais te enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Et tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Chut, tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son sadré. Devant moi. Tu lui as parlé. Non. Alors, donc on est sur un film feel good, comme vous avez pu l'écouter. Carrément, avec un peut-être- petit thé, des voilà. petits biscuits. Léna, si tu veux nous mettre dans l'ambiance, tu peux nous résumer l'histoire, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, tout d'abord, Les Hirondelles de Kaboul, c'est l'adaptation plus ou moins fidèle du roman de Yasmina Khadra, qui est un homme, je précise, avant que quelqu'un dise « elle a écrit ». Voilà, je vois les yeux d'Alexandra, je précise. D'ailleurs, peut-être qu'on en Donc voilà, on donc expliquera c'est le vite fait. film qui raconte le quotidien chaotique, on peut dire, vraiment le tourment social de deux couples en 1998 à Kaboul, qui est alors sous l'occupation des talibans. Et tandis que leur quotidien n'est que violence, privation et perte de leur liberté, ces deux couples vont s'entrecroiser et vont continuer à croire en l'avenir et au changement et à l'espoir. Donc voilà, donc plus précisément, le film va tourner autour de ces deux couples, mais ça va être surtout la figure de Zunaira, qui est une jeune fille très belle, et de Atik, un gardien de prison, qui va devoir la garder suite à un accident, car Zunaira va tuer son mari, sans le vouloir. Et Atik va la trouver très belle. En fait, elle va enlever son voile, je ne sais plus comment C'est un ça burqa s'appelle. Oui, c'est pas une burqa. Non, c'est pas une burqa, c'est l'intégrale, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un chaidi, Tu veux dire? j'allais dire. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il va la voir pour la première fois, il va la trouver très belle et il va se rendre compte en fait des injustices du monde dans lequel il vit parce que il se laisse un peu porter, mais c'est du désespoir, c'est loin d'être de la différence, c'est plutôt de la lassitude dans laquelle il vit. Et donc, pour parler un peu du roman, c'est un livre qui a été écrit en 2002 et il fait partie d'une trilogie avec l'attentat et les sirènes de Bagdad. Personnellement, j'ai lu l'attentat. Et voilà, ma maman a lu Les Hirondelles de Kaboul. Yasmina Khadra, c'est un auteur qu'on aime particulièrement. Ces romans tournent toujours autour des conflits autour des talibans, de l'attentat et de la religion extrémiste, en fait. Mais, en fait, derrière tous ces ouvrages qu'on pourrait croire très difficiles et très, très tristes, en fait, très dramatiques, le mot d'ordre, en fait, c'est la paix et l'espoir qu'il y a derrière. Et voilà, c'est des livres qui sont vraiment des boulets de canon et voilà, je vous invite vraiment à les lire, c'est incroyable. En plus, c'est pas très très long, donc pour les gens qui se disent ça va être dur et long, non, c'est des petits ouvrages et vraiment ça vaut le coup. Et c'est un auteur féministe. Et c'est un auteur très féministe, Il c'est pour dit ça lui-même qu'il qu'il est s'appelle très féministe. Yasmina. En fait, il s'appelle Yasmina parce qu'il a pris le nom de sa femme. Oui, c'est en fait, ça. il a pris les deux premiers prénoms de sa femme. Alors d'ailleurs, il y a une erreur parce que sa femme elle s'appelle Yamina. Et c'est l'éditeur, quand il lui a envoyé le nom Yamina, il a dû... Oh, ça n'existe pas, ça doit y avoir une erreur. Il a oublié le S. Il a rajouté le S. Sympa, éditeur. Ah, je savais pas. Voilà. Et du coup, donc sa femme s'appelle Yamina. Et donc, il s'appelle Yasmina Khadra. Et il disait que pour lui, c'était un hommage en fait à sa femme. Parce que pour lui, elle a toujours été là. Et c'est grâce à elle qu'il arrive à faire voilà, tout ce qu'il fait. Et ce que j'avais trouvé super mignon d'ailleurs, c'est que en fait,
il n'a pas signé les livres sous son nom parce qu'il était militaire à l'époque et il avait peur de la censure militaire. Et du coup, c'est sa femme qui lui a dit écoute, toi, tu m'as donné ton nom pour la vie, moi, je te donne mon nom pour la postérité. Et du coup, Oh, comme c'est il trop a- beau, ça m'a fait un peu la chair de poule. Oh là là. Bon, bah, ouais, ça paraît tout nul. De passer après, côté réalisation, Alex, qu'est-ce que tu peux nous Alors dire on a sur les deux réalisatrices pour ce film. La première, Zabou Breitman, qui est une actrice, réalisatrice et metteuse en scène au théâtre, voilà, avec une petite réputation en France, on va dire ça comme ça, enfin une petite célébrité en France, et qui donc a déjà réalisé Les Hirondelles de Kaboul et son premier film d'animation. Elle a cherché parmi le monde de l'animation pour trouver quelqu'un avec qui réaliser le film, qui connaîtra l'animation et qui connaîtra, on va dire, le métier et ses ficelles. Et donc, du coup, elle s'est alliée à Eléa Gobet-Mevelek, qui est une animatrice qui sort des Gobelins, qui a réalisé 2 courts-métrages qui ont été présentés à Annecy. Et pour le coup, dans le sujet qu'on aborde ici, à savoir l'animation, elle a un parcours absolument incroyable, puisque elle a été animatrice en 2011 sur Le Chat du Rabbin, Le Jour des Corneilles, Ernest et Célestine, L'Apprenti Père Noël, Le Prophète, qui est absolument génial, Bang Bang, qu'on a vu le court-métrage quand vous allez voir ensemble, J'ai perdu mon corps, et à la conception graphique de Last Man en 2016. Ah ouais, Voilà. c'est un peu nul après. Elle a un bon CV. Hein. Voilà, un CV absolument incroyable en animation, et enfin, toutes les œuvres qui viennent d'être citées méritent d'être vues. Très bien. Moi, je vais parler encore Money. Le film, il a coûté 5,7 millions d'euros. Donc, j'ai fait la conversion. Ça fait 6 135 000 dollars environ. Et il a rapporté 2 255 000 dollars. Donc, malgré la bonne distribution du film, je trouvais. Parce que, en fait, c'est assez rare quand même, je trouve, de voir autant d'affiches du film dans le métro ou autant de distribution dans les cinémas. En général, un film, surtout animation adulte, ça passe complètement inaperçu. Oui, c'est vrai. Et puis au niveau des horaires aussi, des fois c'est dur Oui, de voilà, les c'est voir. difficile Et d'aller là, le voir. c'était possible. Moi, je l'ai vu au cinéma avec Brice. Ouais, Nous, on l'a vu au cinéma aussi avec Antoine. euh, Là, c'est rare qu'on ouais. ait tous vu un film au cinéma. On a payé. Quelles Pour une fois. ont été les réactions de la presse, Sarah? Alors, Les Hirondelles de Kaboul a été bien accueilli par la critique. Allociné lui confère une moyenne de 3,8 sur 5. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Donc, il est décrit comme un film puissant ou très sensible, terriblement émouvant par la majeure partie des critiques. J'ai été étonnée de ne pas trouver grand-chose sur l'aspect éminemment féministe du film. Enfin, je m'attendais à avoir quelques mots C'est vrai, là-dessus. Et bon, je me dis que peut-être que le mot féministe reste encore un gros mot. Donc, les critiques n'ont pas voulu Se mouiller. voilà. Donc, par contre, beaucoup aiment à louer la sensibilité des réalisatrices. Il y avait ce mot, tu vois, genre beaucoup de sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Je me dis, J'ai oui, trouvé que c'était assez girly. ce sont des femmes, tu vois, une femme c'est sensible. Le roman est sensible. Hein, C'est bien tout ce qu'elles apportent de C'est plus pas- qu'un homme réalisateur, tu vois. Donc quand il s'agit de femmes réalisatrices, il faut bien indiquer qu'elles sont Douce. douces et Mon Dieu. sensibles. Bref, par contre, alors là c'est là que je commence à m'énerver. Parce que si vous avez trouvé que je commençais déjà à m'énerver... Vas-y. Alors, j'ai été choquée par la critique de Muriel Joudet pour Le Monde. Alors, pour elle, le choix de l'animation comme format s'explique par effet de mode. Oh mon Dieu, Déjà, elle sérieusement. commence super bien. Donc, elle dit qu'elle cite Persepolis, qui, je rappelle, est sorti en 2007. La Valse avec Bachir, qui est sorti en 2008. Je rappelle encore que Les Hirondelles est sorti en 2019. Donc, 10 ans après tous ces films qu'elle cite, c'est un sacré effet de mode quand même qui date depuis 10 ans. Ah ouais, hein. ouais. Putain, mais surtout que c'est chaud à faire financer un film comme ça. Enfin, c'est... Pour elle, c'est À un... la limite qu'elle ait cité Funan qui est sorti l'année dernière et qui parle aussi d'un contexte de guerre, mais elle le cite pas, donc du coup c'est ridicule. Enfin, bon, Elle a bref. vraiment cité que ces films-là. hein. Moi, j'aimerais savoir c'est quand que se termine l'effet de mode des live-action bourrés d'effets spéciaux gratuits, Ouais, tu moi vois. aussi. Parce que j'aimerais bien ça, par savoir. contre, on se passe très bien. Donnez-moi une date. Donc bref, pour elle, Les Hirondelles de Kaboul n'a pas d'âme. C'est une recette parfaitement calibrée entre adaptation de livres à succès et la vogue du film d'animation pour adultes. J'aimerais savoir,
d'où elle tient cette idée de vogue de film d'animation pour adultes. Parce que nous, Ouais, non, professionnels mais rien ne va en fait. Non, mais T'as- c'est ça. Juste des gifles en fait. Parce que nous, professionnels de l'animation, on attend que ça en fait, qu'il y ait une vogue de l'animation pour adultes. Hein. Parce qu'on en a un peu marre de se taper des Putain, dessins mais animés c'est pour tout c'est petits. tellement méprisant et méprisable. Je suis tellement en colère là, putain. Tu vois, j'avais dit, bon, Alors, finalement, on a perdu tout le monde dès le finalement, début de Alex va l'émission. être plus vénère que moi. Et je n'ai pas fini, parce que madame, elle trouve également que le film ne brille pas par son inventivité graphique, ni par son scénario. Elle dit que c'est une ode à la liberté qui prêche à un public de convaincus. Alors, moi, je trouve ça incroyablement dur de dire une chose pareille. Que dire Ouais, dans c'est ce cas-là? Non mais vraiment, que dire dans ce cas-là des films sur le sujet de la Shoah? Alors voilà, c'est le moment où je passe nazi. Voilà. Non mais c'est vrai, quand il Non, mais s'agit oui, non, mais de oui, parler je suis du d'accord. génocide juif, alors là, il y a toujours 10 000 films qui sortent. Et là, par contre, on prêche pas des convaincus. Mais quand il s'agit des talibans, des massacres chez les Afghans, là, par contre, on prêche des convaincus. Moi, ça me tue. C'est un peu mais choquant. Qu'elle ouais. dise un truc pareil, c'est genre oh c'est bon, on connaît, on a déjà parlé. C'est pas vrai, Non, déjà. c'est pas vrai. On n'en parle pas assez. Et puis, Les Hirondelles de Kaboul, en plus, il fait un hommage énorme aux femmes. Oui, c'est ça, mais le drame féminin de cette période. C'est ça. Non, Il faut puis- encore qu'on parle Puis de même, ça. enfin, je veux dire, il date quand même, tout l'univers, c'est 98, c'est il y a à peine 20 ans, c'est encore notre époque, c'est encore aujourd'hui, C'est ça. c'était l'époque C'est pas de encore nos les- mamans, c'est Il ça, faut- enfin... Voilà, et donc franchement, je suis désolée, mais cette nana là qui arrive, qui nous dit c'est de la merde, c'est pas Et original. alors, parenthèse, mais beaucoup moins grave, mais visuellement, je trouve dingue, moi, le film. Aussi, Alors, oui, c'est- parce qu'elle c'est- attaque- Ouais, elle mais attaque ça, aussi les ça, on en graphismes. parlera, Là, mais... rien qui va, madame. Donc Ok. voilà, je plombe l'ambiance dès le début de cet épisode, mais elle m'a vraiment vénérée. Ok. Enfin, au moins, on a un aperçu de notre positionnement sur le film. Avant-goût. Bon, bah, Brice, est-ce que le film a reçu des prix? C'est gentil de passer Et juste de après. Donc Les Hirondelles de Kaboul a remporté en France 3 récompenses, dont celle du meilleur film et de la meilleure musique au Festival du film francophone d'Angoulême, c'est difficile à dire, en 2019, et a notamment été nominé au César 2020 dans la catégorie meilleur long métrage d'animation, en compétition contre La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti et J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. C'est d'ailleurs ce dernier qui a remporté le prix. Il a aussi été sélectionné au Festival d'Annecy et a été nommé plusieurs fois au Festival de Cannes 2019 en sélection Un certain regard. Et c'est sur cette sélection que je vais m'arrêter quelques instants. Ok. Elle a été créée en 1978 et propose généralement des films de cinéastes débutants ou débutantes, en marge ou expérimentaux. Ah ouais, ouais. Alors, j'ai fait mes petites recherches. C'est certes le premier film en tant que réalisatrice d'Eléa Gobet-Mevelec, mais pas de Zabou Breitman qui a 4 longs métrages derrière elle. C'est pas vraiment l'idée que je me fais d'une débutante. Expérimental, point d'interrogation. Le premier dessin animé d'Émile Reynaud a presque 130 ans. C'est plus vieux que Michel Drucker. Et personne n'oserait dire que Vivement Dimanche est une émission expérimentale. Non, pour être honnête, et ça frôlera peut-être le complotisme, ça ne m'étonne même pas qu'il soit dans une catégorie Un certain regard. Tout le mépris est dans le mot « certain ». Alors que les films d'animation sont présents dans les sélections de courts-métrages, par exemple, et d'autres un peu plus périphériques, on va dire, dans les compétitions officielles, ils se font encore assez rares. Alors que moi, je trouve sincèrement que ce film aurait, avec son propos et le type de narration, tout à fait sa place dans la sélection officielle. Ouais, c'est vrai. Ok. Dans quelles conditions as-tu regardé le film, Sarah? On va commencer par toi, si tu veux. Comme je l'avais dit au début, moi je l'ai vu au cinéma avec Brice. Ouais. Et mon mari aussi, qui était là, qui me suit un peu maintenant dans les films d'animation, tu vois, j'arrive à le traîner. Non, mais il a beaucoup aimé. Ah, Donc, pour bien. une fois, tu vois, j'arrive à... Je crois qu'il a eu du mal, mais ça... Il a quand même trouvé que ça prêchait un public de convaincus. Ouais, il était aussi vénère que moi. Hein, hier, j'ai lu la critique avec lui, Ah, tu mais vois, ça, et même c'est lui était là. Mais comment elle ose dire ça? Donc, Mais bref. tu m'étonnes. Donc voilà, je l'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé, j'avais des frissons, quoi, vraiment, quand j'en suis sortie, et je l'ai revu. Alors, j'ai pas envie de dire avec plaisir, parce que c'est quand même un film qui est très dur, mais c'est un film qui est magnifique, et je l'ai revu pour le podcast, et il vaut le coup quand même d'être vu au cinéma. Je trouve que c'est pas pareil, j'ai pas... Ressenti les mêmes choses. Ouais. Et puis peut-être que je vais passer juste après Alena, mais en le revoyant aussi, on l'avait encore bien en tête vu qu'il est sorti l'an dernier. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être on a ressenti moins de choses du fait de l'écran et du fait de Je pense de voilà, y avoir de ça aussi. de l'avoir encore un peu en tête, toi, Alena. Moi, c'était un film que j'attendais beaucoup, voilà, du fait que voilà, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. On allait le voir au cinéma la première fois, j'ai adoré, enfin, on est resté après le générique
Toute la salle est restée, même après le générique. On n'était pas très nombreux, parce que pour aller voir ce genre de film en animation au cinéma, voilà, il y a peu de gens, faut le dire. Mais voilà, il y a quand même eu un moment où on s'est tous regardés, on a tous hoché la tête en mode ok, genre on vient de voir ça, c'est bien, c'est beau, c'est... Ouais, il y a un Il faut petit le moment de voir. silence, quoi. T'es Ouais. un peu... il faut sortir de ce film aussi, quand Ouais, même. vraiment. Et là, du coup, pour le revoir, je vous cache pas que voilà, on s'est dit on le voit le matin, en petit déjeunant, et puis l'après-midi, on va aller au parc, hein, on va faire autre chose, on va s'aérer la tête, parce que moi, je pense que se coucher après ça, c'est dur, mais par contre, voilà, c'est un film à voir. C'est à voir, à lire, allez-y, je le dirai jamais assez. Et toi, Alex? Alors, de base, le premier visionnage du film a été un espèce de gros fail parce que à l'origine, je voulais aller le voir à Annecy 2019, donc du coup, voilà. Donc, il était dans la sélection. Et étant donné qu'il avait fait sensation à Cannes, avec J'ai perdu mon corps, c'était les 2 films événements de l'édition. Et alors, drôle, quand je vais à Annecy, je me pose à l'arrêt de bus à l'aéroport de Lyon, parce que j'avais fait escale à l'aéroport de Lyon, et il y a une dame à côté de moi qui va aussi au festival Annecy, et elle me dit oui, donc je commence à parler avec elle, et elle me dit oui, ma fille présente un film. J'étais là genre, oh bah ça doit être la mère d'une étudiante, etc. Et puis elle me fait oui, ma fille elle présente Les Hirondelles de Kaboul. Et genre j'étais genre quoi, genre vraiment littéralement je dis et comment, et la nana elle a dû me prendre pour une folle, mais j'étais là genre oh mon dieu, mais vous vous rendez pas compte et bref, je ne l'ai pas vu à Annecy parce que je me suis pointée au mauvais cinéma, c'est-à-dire que j'avais pris Moi, Annecy. non, mais voilà, c'est ça. Et comment, genre, j'arrive au cinéma que je pensais qu'allait être la séance, et finalement, en fait, l'autre cinéma dans lequel étaient présentés les Hirondelles à la boule à ce moment-là était à 20 minutes. Et étant donné que je n'avais pas d'accred, enfin bon, bref, en gros, c'était foutu. C'était carrément foutu. Résultat des courses, c'est pas grave, je suis allée voir J'ai perdu mon corps à Bonlieu. Mais donc, du coup, je suis repartie d'Annecy sans avoir vu le film. Bah, t'as rencontré la maman. Quand il est sorti. Non, tout ça pour ça. Mais bon, ça place un contexte. Finalement, je suis allée au cinéma le voir quand il est sorti. J'ai traîné ma sœur pour aller le voir. Et donc, en fait, ça a été une séance comme vous, en fait, comme ce que vous décrivez, en fait, extrêmement dure, extrêmement pesante, avec, voilà, genre, parce que c'est compliqué comme film à regarder, et les émotions qu'on ressent devant sont extrêmement fortes. Et bon, moi je suis une grosse pleureuse, hein, donc du coup je m'attendais à pleurer à la fin, et je ne pleure pas. Le générique tombe et je ne pleure pas, la lumière s'allume et je me tourne vers ma sœur que je venais de traîner au cinéma, et elle pleurait mais à chaudes larmes en fait. C'était terrible, et en fait elle pleurait tellement fort, et c'était tellement triste en fait de la voir dans une telle détresse que moi-même je suis mise à pleurer ensuite. Je me suis dit c'était étrange que tu pleures pas. Non, mais c'est exactement spoiler, ça. Elle pleure à tous les films. Alexandra pleure à tout film, que ça soit joyeux, neutre, même si c'est neutre, elle pleure. Mais non, tu vois, genre j'étais émue, et puis j'étais là, genre en même temps, tu sais, genre quand la lumière s'est allumée dans ma tête, ça fait yes, tu sais, genre je n'ai pas pleuré cette fois-ci. J'ai été suffisamment, tu sais, genre forte tu sais, genre pour réussir. Et puis je me tourne vers Sophie, et c'était terrible parce qu'elle pleurait fort, tu vois ce que je veux dire. Elle était bouleversée, et moi j'étais là genre oh non. Et donc je me suis mise à pleurer avec elle parce que voilà, genre ils ont partagé quelque chose ensemble, et c'était beau. Ah, c'est fort. Oh, c'est trop beau. Ouais. Moi j'ai pas grand chose à rajouter de plus. T'as pas pleuré? Moi j'ai pas pleuré, mais en fait moi c'est l'inverse, je pleure jamais devant les films. Et après. Derrière les films. Là, non, ça fait lui. Non, après, non, moi je l'ai vu au cinéma, donc du coup avec Léna, et j'avais été déjà hyper jaloux de la direction artistique. Je la trouve mais magnifique, ce côté des carnets de voyage. C'est un truc que moi, les carnets de voyage, ça me touche beaucoup. Donc quand j'ai vu qu'ils étaient arrivés à faire ça, ça va super bien avec l'histoire. Ne pleure pas, Antoine. Oh, c'est beau. Je sens tout ému là. Non, mais voilà, après, moi l'histoire aussi m'a beaucoup touché. Et là, je l'ai revu du coup un matin dans le lit. Il fallait le regarder pour l'émission. Donc c'est toujours dans le lit. Hein. Mais du coup, on n'a pas de canapé. Écoute, on va te là où on peut. Sur le parquet. Non, et par contre, je l'ai trouvé toujours bien. J'ai pas senti trop le temps passer. Sur le coup, je me suis dit, on va peut-être le mater en accéléré. Mais en fait, finalement, non. Et je l'avais encore bien en tête, mais c'était toujours aussi joli à regarder, aussi dramatique dans l'histoire. Et puis on pensait le mettre en accéléré parce que, en fait, on s'y est pris un peu tard, et on s'est levé un peu tard, et tout ça. Et on s'était dit, bon, on le connaît, on l'a vu il y a pas très longtemps, pourquoi pas accélérer un petit peu.
Et en fait, on n'a pas eu besoin, enfin, on était tellement dedans, on a été pris, et non, même un deuxième visionnage, c'était pas de trop, quoi. Ouais. Et toi, Brice, du coup? Oh, merci Antoine, tu ne m'oublies pas. Comme l'a dit Sarah, je l'ai vu avec Sarah au cinéma, et c'est un film que j'avais envie de voir quand j'avais vu la bande-annonce, surtout à mon avis pour les paysages, parce que pour être honnête, moi le dessin m'attirait pas du tout, et aussi un peu par esprit de contradiction, parce que j'étais avec quelqu'un à l'époque qui n'était pas spécialement sensible à ce genre-là non plus, et il mettait mes goûts dans une case de bobo, donc j'aimais bien le titiller avec ça. Je me souviens pas avoir pleuré, et pourtant je pense qu'il y avait globalement tous les ingrédients pour que ce soit le cas, mais par contre à la fin de la séance, oui, il y avait un peu cette lourdeur légère à la fois de quand un truc grave vient de se passer et que c'est bon, c'est derrière toi, genre ouais. Et puis après on était là, bon, voilà, on va manger une pizza. Donc ouais, c'était quand même assez marquant et fort, mais je pense qu'on va être globalement assez d'accord tous là sur ce film. Merci Brice. Ok, super. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et passer un petit extrait. Mohsen Ramad, c'est toi? Professeur Arash Bayazid, bonjour. Je suis désolé, je vous ai fait peur, mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque? Tu rigoles, plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore. À l'école coranique? Oui. Entre autres. J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse, je veux pas retourner la tête de jeunes enfants. Chut, Mohsen. Mais tu sais qu'il y a une autre école. Ah bon? Une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie. Je sais pas, Avec Zunaira, on voudrait quitter le pays. Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes, pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants? Elle peint encore? Moi. Bien sûr. Voilà, c'était le dialogue entre Mohsen et le professeur Bayazid au début du film. On va parler pour commencer du scénario. Oui, racontez-nous une histoire vraie, une histoire d'amour. Alors l'histoire, comme l'a dit Léna, elle est adaptée du roman du même nom de Yasmina Khadra. Alors je le prononce, Khadra, oui. ouais, je le prononce mal, j'arrive pas à faire c'est pas facile à faire le kha. Khadra. Et au scénario, donc on a Zabou Bretman, l'une des réalisatrices, ainsi que Patricia Mortagne, qui a écrit sur Les Nuits des sacs plastiques de Gabriel Harel, qui a remporté le César du meilleur court-métrage d'animation en 2020, que j'ai vu et qui est assez bizarre, mais qui est assez bien foutu, qui est assez chouette. Sinon, elle a écrit pour des séries et des documentaires live-action en français, voilà. Et il y a aussi Sébastien Tavel, qui est un acteur français. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario? Qu'avez-vous pensé des personnages que l'on suit? Moi, je veux bien continuer. Je vais être un peu la référence livre sur cet épisode, parce que bon, du coup, voilà, je suis pas dans le milieu de l'animation ni rien, mais bon, là, ça touche un peu plus à mon domaine. Pour le scénario, ça suit plutôt bien le livre. Il y a des personnages qui sont en moins, néanmoins. Normalement, dans tous les livres de Yasmina Khadra, on suit différents personnages qui ont différents points de vue. Et donc là, il manque le point de vue du taliban. Normalement, dans le livre, il y a un jeune taliban, Kassim, qui suit la voie du coup de la religion extrémiste et du coup, on voit sa perception de lui, sa perception de la femme. Oui. Il voit sa mère comme voilà, elle l'a mis au monde, c'était son rôle, point, ça s'arrête là. Ah oui, d'accord. On lui dit de faire ça, il le fait, il se pose pas de questions. Et du coup, c'est intéressant, et je pense que c'est le seul point négatif que je pourrais émettre au film, de pas l'avoir mis. Mais après, ça aurait trop mélangé. Ouais, mais après, je trouve que dans le film, du coup, par ce qu'on voit aux alentours et les autres personnages, on comprend la mentalité des talibans, en fait, sans avoir besoin d'être dans leur tête, vraiment. Et peut-être que ça aurait été un peu trop dur, peut-être. Et même, je pense que ce personnage, Kassim, en parlant, est-ce que ça serait pas le jeune qui a les lunettes, qui du coup se fait tuer par Atik, qui espionne? Il y a un personnage qui s'appelle Kassim. C'est ça alors. Ah ouais. Mais c'est pas le jeune. Ah bon? Enfin, je crois que le personnage de Kassim, c'est
c'est le taliban avec bien qui sûr, je suis bête. interagit Attic. Notamment, je me souviens de cette scène là dans laquelle Attic va le voir dans un espèce de bordel avec des je suppose. prostituées. Oui. Oui. Où les l'enfer, ce femmes ne mec. sont plus voilées, mais je crois que c'est... Ouais, si, c'est ça. Hein. Non, C'est possible. Hein, Je crois bien que c'est ça. En plus, c'est vrai que dans cette scène, c'est tellement hypocrite. C'est là où tu vois la mentalité aussi du taliban. C'est l'angoisse. Et pendant qu'Alex cherche si c'est bien Cassim, Oui, ce c'est bien personnage. lui. Ok, C'est bien. super. Il est interprété par Sébastien Pouderoux. Et c'est bien Cassim. Alors, le film se met pas dans ses yeux, on va dire ça comme ça. On a le prisme. On a un avant. Oui, c'est ça. On a une petite incursion dans les yeux d'un taliban et d'un type qui y croit, quoi. Ouais. Et du coup, juste pour rebondir du coup sur le scénario, donc voilà, donc ça suit plutôt bien le livre. Les personnages sont forts et surtout, c'était pour dire que le scénario, c'est avant tout un drame ordinaire en fait. C'est pas, il n'y a pas d'histoire, de thriller, de romance. C'est un drame ordinaire, c'est un quotidien de personnes et il faut pas l'oublier. Il y a comme une évolution de personnage, il y a un mais récit que l'on suit. c'est une évolution forcée qui est réelle aussi. Je comprends ce que met Léna derrière le terme drame quotidien, mais moi la manière dont les histoires s'imbriquent entre elles, le fait que y ait plusieurs personnes qui soient condamnées à mort, les contextes dans lesquels les histoires d'amour évoluent, enfin tout ça pour moi je trouve que ça relève plus de la tragédie. Et oui, pris individuellement, je pense que c'est des personnages qui peuvent totalement exister, mais leur connexion entre eux et l'incidence que chaque histoire a sur la suivante, pour moi, elle est purement fictionnelle. Mais ça n'est pas du tout une critique, parce que je trouve justement que le scénario est bien fichu. En soi, oui, en effet, comme le dit Antoine, il y a une évolution. Je veux dire, le personnage pour moi qui a le rôle le plus fort. On parle beaucoup de Zunaira, mais finalement Attic, c'est quand même cette espèce de victime du système dans lequel il vient de rentrer. Il travaille pour les talibans. Je veux dire, c'est quand même le gardien de la prison, quoi. Et en même temps, voilà, avec on va pas parler de la fin. Est-ce qu'on spoil la fin ? Peut-être pas Non, tout de suite. pas tout de suite. Non. On en parlera à la Mais fin. en tout cas, les choix si on qu'il parle fait du et scénario, moi je suis d'accord pour Tu veux partir. qu'on en parle ? Ouais. Déjà, c'est pas une question de fin, c'est au-delà de la fin, c'est sur l'histoire de destins qui sont entremêlés, qui sont tous victimes d'un système dans lequel ils sont obligés d'évoluer, et c'est finalement l'histoire, c'est les choix qu'ils vont faire et les choix qu'ils sont obligés aussi de faire pour ou s'émanciper, ou s'intégrer, ou fuir en fait, de manière générale. oui, mais toi, tu parles Ouais, c'est d'Attic, de la mais... survie, ouais. Toi, tu parles d'Attic surtout, mais moi, Attic, il m'énerve. Attic, Attic moi, t'énerve. tu finis par oui, le oui. bien aimer comme Ah, non, après il est non, mou mais- du genou. Je suis désolée. Mais au début il est insupportable. Et je suis pas en train de dire que c'est non plus un connard immense, machin. Enfin, tu vois, il a une espèce de... D'humanité quand même. Il a on va dire une certaine rédemption, en tout cas, enfin, plus ou moins. Mais pour moi, les vraies héroïnes de l'histoire, en tout cas, c'est Zunaira et Moussarat, c'est bien ça. Hein. Ouais. Ce qui m'a le plus embêté avec Attic, c'est que il passe son temps à se Moi, plaindre. je suis d'accord pour le coup, c'est un Alors branleur. que sa femme, elle est cancéreuse. Elle est, tu sens qu'elle est au bout de sa vie. Il est ignoble avec sa femme. En fait, c'est ça qui m'énerve. Il y a vraiment deux scènes dans le film qui me donne envie de le baffer en fait à chaque fois. C'est les deux scènes où il rentre chez lui et qu'il est avec sa femme. Pour expliquer un peu, dans la première scène, donc il rentre à la maison et quand il en a marre, le mec, il se lève, il se barre. Il a la possibilité, la liberté de sortir de cette maison et d'aller où il veut. Et elle peut même pas. Elle est enfermée dans son corps. Elle est enfermée dans cette maison. Enfin, quoi qu'elle fasse, cette nana, elle est en prison, Ouais, mais on a elle de la aussi, peine de pour toute elle, manière. hein. Sauf Son que statut de femme. lui, il travaille, tu vois, dans la prison, mais elle, sa vie est une prison, son corps est une prison. Et ensuite, t'as cette deuxième scène, donc, qui est à peu près pareil. Lui, il commence à se plaindre de son boulot. Donc, elle écoute, ok, il n'y a pas de problème. Et ensuite, quand elle ose faire une petite remarque sur sa vie à lui, tu vois, genre par rapport à la nana qu'il a vue dans la prison. Monsieur, il se lève. Il se fait jeter. Et voilà, il se lève, il veut pas entendre ça et il se barre. Donc ce qui m'a énervé, c'est que elle peut pas se plaindre. Quand dans la première scène, elle se plaint, lui, il engueule et il se barre. Et dans la deuxième fois, lui, il a le droit de se plaindre, elle peut rien dire. Et quand elle ose dire quelque chose, il se barre encore. Ouais, il n'y a pas de communication. Alex, tu voulais... Pour moi, en fait, Attic est un taliban. Attic est un homme qui travaille pour les talibans. Et donc, Attic vit dans
dans une psychologie et dans un dogme de taliban, où la femme n'a rien à dire, et si la femme souffre, elle ferme sa gueule. Et donc du coup, il est formaté, il pense comme ça, et finalement, au contact de Zunaira, il questionne sa façon de penser, et c'est là tout la force du personnage. C'est un personnage qui au départ est résigné, dans son éducation et dans sa façon d'être, y compris avec sa femme. Je veux dire, le couple de Zunaira et Mohsen, qui sont jeunes et qui ne veulent pas vivre enchaînés à de l'extrémisme, Atik et Moussarat, eux, ils sont plus âgés et ils sont beaucoup plus habitués à cette... ils ne sont pas révoltés, ils sont résignés. Ce sont deux personnages qui sont profondément résignés. Et en fait... Oui, sauf que je suis désolée, quand tu dis que Atik, après, quand il voit Zunaira et tout, il change, machin et tout, pour moi, ça reste juste un mec, tu vois. À ce moment-là, il se comporte vraiment juste comme un gars, il voit une nana qui est jolie, et là, tout d'un coup, il a envie de la sauver. Oui, moi, je trouve qu'il y a une espèce d'amour bizarre où il essaie à tout prix de la sauver. C'est ça, et même en plus, sa femme lui dit en plus, il y a tout un truc où il la voit, après, tu vois, sur le dessin, elle s'est dessinée nue et tout, tu sens qu'il y a une espèce d'attraction, il la regarde, et c'est qu'à ce moment-là, parce que, attends, son comportement, oui, il change avec elle, et que il y a cette scène où il lui dit vas-y, barre-toi et tout, mais son comportement, il change pas du tout avec sa femme, ça reste un gros connard. Moi, je suis d'accord avec Alexandra sur le personnage d'Atik. Pour moi, il a pas le choix, il vit dedans, et justement, il en souffre de cette condition, parce que sa femme, il se rend bien compte que tous ses préceptes et toutes ses idées, et surtout son mode de vie, et ben ça suit pas, il en souffre, il est pas heureux, et en fait pour moi il est pas juste amoureux de Zunaira, il la trouve pas juste belle, et pour moi il a pas envie de la sauter parce qu'il y a un écart d'âge qui pour moi est flagrant, et pour moi c'est l'espoir. C'est pas ça qui va les embêter, hein, je suis désolée les gars, mais pour moi c'est pas une question de cul, c'est il la trouve belle, et pour moi c'est l'espoir. Après, on va peut-être passer à autre chose que Atik, mais en tout cas sa femme, c'est démentiel. Enfin, moi, je suis hyper admiratif de ce personnage qui est d'une force, mais incroyable, et qui, en plus, se sacrifie juste en se disant que y a encore un espoir de sauver son mari, en se disant qu'elle a réussi à le faire changer, cette nana Zunaira, et que voilà, mais oui, ça n'empêche que je comprends. Pour moi, en fait, c'est juste que ça m'énerve, tu vois, qu'on commence en fait en faisant les louanges de Atik, alors que pour moi, cette histoire, elle est vraiment portée par les femmes. Et je suis un peu d'accord. Il y en a une qui vraiment, elle est prête à tout faire quoi pour la liberté, et l'autre, elle se sacrifie pour sauver une autre femme. Et du coup, à côté, pour moi, le mec, il fait rien, tu vois, ou pas grand-chose. Enfin, tu vois, je veux dire, ce qu'il fait à côté, ça n'a pas le level, le niveau, tu vois, de ce que fait sa femme. Brice, tu veux ajouter quelque chose ou partir sur autre chose, peut-être Je me range du côté de Sarah concernant Atik. Je trouve que c'est un personnage qui est nécessaire à l'histoire, mais qui est de facto détestable. En effet, il en branle pas une. Si Zunaira n'avait pas été belle, eh bien, elle serait morte, et c'est quand même assez triste. Moi, dans ces cas-là, je suis toujours un peu partagé, parce que oui, c'est comme ça que le monde fonctionne, donc c'est un peu normal de le représenter comme ça. Je pense que si, en effet, Zunaira n'avait pas été belle, eh bien, elle serait peut-être évidemment morte, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage que, finalement, la vie de Zunaira tienne que par sa beauté. Moi, ça, c'est un truc qui m'a profondément gêné, et en plus de ça, je pense que ça aurait pu être peut-être intéressant, je sais pas, de développer entre elle et Atik une relation basée sur la communication, quelque chose qu'il n'a pas dans son foyer, ou en tout cas qu'il ne permet pas d'avoir dans son foyer, parce qu'elle avait des choses à dire, c'est une personne extrêmement intelligente, donc ouais, sur ça, c'est peut-être le point qui m'a le plus gêné du scénario en plus. Cependant, moi, j'ai du mal à avoir autant d'admiration, on va dire, pour Moussarat. Je sais pas réellement à quoi c'est dû, c'est peut-être parce que juste son temps d'écran est moins important, parce qu'elle joue quand même un rôle immense par son sacrifice, ça c'est indéniable, mais du coup, comme j'avais moins d'engagement émotionnel, j'ai eu l'impression que c'était plus un outil de scénario qu'un personnage réellement. Enfin, je sais pas si c'est très clair comme vision, et en fait je trouve que c'est totalement horrible de penser comme ça, parce que voilà la souffrance quoi. Mais je me suis senti un peu extérieur en fait à elle. Merci Brice.
Non, peut-être qu'on peut... Ouais, on peut avancer un petit peu. On peut avancer un petit peu Mais sur... c'est autre drôle chose, déjà de parce voir que le scénario, on l'a pas tous vécu de la même manière. Mais en même temps, je comprends parce que Attic, c'est un personnage. Moi je le Complexe. déteste au début du film. C'est un truc, c'est assez complexe. Tu peux vraiment le prendre de différentes manières. Et par contre, je suis d'accord pour dire que les personnages principaux qui me marquent, moi surtout aussi, c'est les femmes. Peut-être pour passer un peu à la suite, je voulais aussi parler un peu de la fin. Parce que la fin, quand j'en ai discuté avec des collègues ou quoi. Zunaira, en fait, elle échange sa place avec la femme d'Attic, dont j'ai oublié le nom. C'est plutôt la femme d'Attic qui échange sa voilà, place. Moussarat. Donc elle prend la place de Zunaira sous ce voile. Et du coup... Le tchadri. Donc juste pour dire vite fait, expliquer, donc le voile en fait, voilà, c'est plus le foulard là qu'on met sur la tête et on voit tout le visage. Okay. La burqa, on voit les yeux. Okay. Et le tchadri, ils ont un espèce de grillage devant le visage, donc tu vois vraiment rien. Ok. Du coup, elle prend le tchadri. Elle l'annonce déjà à Attic qu'elle va se sacrifier. Il n'y a rien qui est caché. C'est pas du tout un twist final pour moi. Elle se fait embarquer. Du coup, Attic, il y a un espèce de regard où il sait que c'est sa femme en face de lui qui va se faire exécuter. Et pendant ce temps, Zunaira, elle a pu fuir. Mais nous, c'est pas clairement dit en tant que spectateur. On le voit par jeu de regard, mais il n'y a pas de phrase. Mais par contre, on peut voir même un pan de la robe de Moussarat qui est dans le camion. Donc, en fait, rien n'est caché. Pour moi, c'est vraiment un truc... On voit les chaussures en plus de Zunaira, qui sont blanches. Qui montent dans ce qui est interdit d'ailleurs, ils le disent dans le film. Pour moi, rien n'est caché dans cette fin. Elle est annoncée et... ce qui est d'autant plus dramatique, c'est que c'est assez lent et on va suivre cette exécution un peu finale. En fait, ce que je trouve intéressant finalement dans le scénario, pour parler juste du scénario sans parler des personnages, c'est qu'en fait, au début du film et quand le scénario commence à prendre ses marques, c'est-à-dire que donc du coup il y a cette prison, quelqu'un va rentrer dans cette prison pour des choses qu'elle a faites, etc. En fait, rapidement, quand la sentence peine de mort, sachant que le film commence par ça, le film commence par une lapidation, c'est quand même monstrueux. Et comment en fait, moi je me suis prise pendant une bonne partie du film à me dire non, on va trouver une échappatoire à cette exécution. En fait, elle ne va pas avoir lieu. Quelque chose va se produire et faire que l'exécution va repousser, retarder, ne va pas être, va être annulée. La réalité brutale. Et en fait, et c'est ça. Et en fait, ce qui est dur et injuste, en fait, c'est pas injuste parce que finalement c'est ce qui se passait, en fait, c'était une réalité. L'exécution a bien lieu, il y a bien des gens qui meurent. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est brutal dans le sens où on espère. En fait, on espère. Et moi, j'ai espéré pendant tout le film de dire non, on en a déjà un de mort. Ça n'arrivera pas. On va s'en sortir, on va réussir, et il va se passer quelque chose. Et puis, en fait, on va avoir, c'est pas des actes d'héroïsme, parce que finalement, il y a un acte héroïque, mais qui n'est pas récompensé. Vous voyez ce que je veux dire ? Vas-y Sarah, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, et j'allais dire que du coup tout à l'heure j'avais dit que la fin n'était pas la même dans le livre et dans le film. Et en fait, juste pour dire, je te laisserai après en parler, c'est juste que les réalisatrices avaient dit qu'elles préféraient terminer sur une lueur d'espoir pour Zunaira. Parce qu'en fait, dans le film, on la voit partir et elle va rejoindre le professeur. Voilà, rejoindre le professeur. Et donc on imagine du coup qu'elle va pouvoir rester cachée là et qu'en plus elle va donner des cours à des enfants. Ouais, se battre de l'intérieur, comme elle dit. Voilà, et on se dit, ça y est, elle continue son combat pour la liberté. Alors que dans le livre, en fait, on ne parle pas du tout de Zunaira. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle s'est barrée, mais en fait, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. On ne sait rien du tout. Et en fait, comme on termine sur la mort d'Attic qui est lynché par les gens, ça se finit de manière très noire, quoi. Enfin, c'est... Oui, puis dans le bouquin, on suppose un peu qu'elle part. Qu'elle arrive à s'enfuir, en fait. Oui, dans le bouquin. Ouais. Oui, mais on ne sait pas trop. Voilà, on se dit peut-être elle va se faire choper. Là, peut-être on te donne plus une réponse. Voilà, dans l'autre, on te dit plus c'est bon, elle est en sécurité, tu vois. Et bon, peut-être que ça va pas bien se passer, mais pour l'instant, elle est en sécurité. Alors que dans le bouquin, non. On va passer maintenant à la partie animation. On est complètement dans les délais. On n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non ? Alors, la direction artistique, elle est de Eléa Gobé-Mélec, du coup.
En premier assistant réel, on a Marco Nguyen, qui est animateur sur Le Grand Méchant Renard et autres contes et Le Chat du Rabbin. Trop bien. Le deuxième des personnages, il est de Jérémy Perrin, ça m'a beaucoup étonné, c'est le réalisateur de Last Man. Oui, Ah c'est ouais vrai. Et Jeanne Sylvette Giraud. Ah, incroyable. Et en chef anime, on a Nicolas Debray, qui est chef anime sur L'Illusionniste et il a fait du layout sur Brendan et le Secret de Kells. Et Niels Robin. Donc il y a voilà, quelques petits films qui sont bien sympas à mater. Voilà, en animation, comment vous avez trouvé la direction artistique du film ? Moi, l'animation, je l'ai trouvée... Bon, voilà, je suis toujours celle qui n'a pas trop d'avis techniques, donc c'est pour ça que je passe un peu rapidement sur mon avis. Un peu rigide, un peu saccadé, et en fait, ce qui s'explique, parce que du coup, voilà, moi j'ai posé mes questions en tant que de novice, parce que c'est du live-action filmé et qui a été pas Je vais en Non, parler il dans n'y a, la... pas- il y a pas de rotoscopie. Je vais Oui, en il n'y a parler pas de dans la rotoscopie, séquence mais du coup, potin, ce qui comme ça, explique... ouais. Enfin, voilà, du coup, Antoine, dans la séquence potin, expliquera pourquoi c'est un peu... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus saccagé, bizarre, ouais. mais bon, ça m'a pas forcément Dérangé choqué. plus que Enfin, ça. c'est pas l'animation qui m'a... J'avoue qu'il y a la musique, il y a le décor, carnet de voyage, aquarelle, le sujet. L'animation m'a pas plus... Ouh là là, on a eu le cul du chat d'Alex. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je vais vous laisser Oui. parler, ce sera plus intéressant. J'allais dire, je tu pense. disais que c'était un peu saccadé, ça, Ouais. pour l'animation. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'ils jouaient en fait sur l'animation, sur le nombre d'images par seconde à certains moments. Donc il y a la scène d'intro, la scène de la lapidation, et en fait le moment où Elle tombe. le moment où elle tombe, et pas Ah, que ouais. le moment où elle Non, tombe. mais En fait, c'est- il y a oui. deux petits moments. C'est voilà le moment où Mossen en fait ramasse la pierre et qu'il la lance. En fait, à ce moment-là, cette scène où il lance les pierres, il y a très peu d'images. Et du coup, voilà, c'est vraiment... je trouve que ça a apporté vraiment un truc à ce moment un peu hors du temps où même lui, il sait pas vraiment ce qu'il fait. Il fait ça de manière mécanique. Même lui, il est choqué après de ce qu'il est en train de faire. Ah, mais ça le Et, traumatise. voilà, et je trouve que c'était bien amené aussi par l'animation. Ouais. Et je trouvais que c'était super intéressant. Et toi, Alex ? Alors, je me souviens que quand le film est sorti, avec Antoine, et Elena, genre on se posait tout le temps la question de savoir si c'était vraiment de l'aquarelle ou pas. J'ai rien trouvé, je pense, en regardant vraiment, en l'ayant revu en plus. À mon avis, la Bible de base, donc avec les premiers décors qui ont été faits, il y en a pas mal. Je pense qu'il y en a à l'aquarelle, voilà, tout est. Mais pour avoir, de toute façon, je pense que c'est retouché un peu sur Photoshop pour les niveaux de contraste, parce qu'il y a quand même les décors sont très contrastés pour montrer aussi la dureté Oui. de l'histoire. Et après, je pense pour une raison plus technique, d'avoir les mêmes, comment se dire, la même direction artistique tout le long du film. Quand tu as une équipe à gérer, je pense que les gens ont quand même fait des aquarelles sur Photoshop ou des trucs comme ça. Ah, mais En c'est tout ce cas, que pour plusieurs décors, je suis sûr que c'est ça. C'est ça, ce que je pas me suis possible. dit aussi, mais c'est pour ça que ça m'a étonnée quand j'ai lu cette interview. Je me suis dit, pourquoi elle en parle comme si c'était vraiment Mais du parce qu'elle tradi. elle vend son film, en fait. Mais après, voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est ce que je me suis dit après maintes réflexions et recherches. Mais On voilà. n'a pas la réponse maintenant, mais cette année, vu que le festival d'Annecy est sur Internet, accréditez-vous. Il y a le Work in Progress de des Hirondelles de très Kaboul qui bien. sera en ligne. Ah, cool. Donc parce que je viens de vérifier dans le programme si c'était bien ça, et normalement voilà, avec une accréditation on peut avoir accès au Work in Progress qui avait dû être présenté il y a 2 ans au festival, et donc du coup je pense qu'on aura certainement des réponses à ces questions. Ok. Sarah ? Oui, du coup, moi, je voulais revenir sur le style graphique donc, et les aquarelles et tout ça. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant, en fait, d'avoir choisi, en fait, ce style-là, parce que ça rendait la violence de l'histoire plus supportable à regarder. Moi, je crois que c'est une des premières choses que j'ai dit à Brice quand on est sorti du cinéma après avoir vu le Ça aurait film. été en live action, ça aurait été insupportable. C'est ce que j'ai oui, dit bien ça. sûr. J'ai dit, je crois que si ça avait été en live action, j'aurais pas pu aller voir ce film. Enfin, tu sais, c'est toujours ce moment dur où tu te dis, même si c'est un super film, là, je suis pas dans le mood pour aller voir un truc qui va complètement me casser le plomber, moral, ouais. quoi, me plomber le moral. Et je trouvais que du coup, vraiment la beauté, la douceur de l'aquarelle et des dessins, quoi, en général, le fait d'avoir fait ça en animation, en fait, le choix de l'animation, ça permettait de parler de ce sujet, de cette histoire qui est si dure, de manière
c'est pas que ça rend l'histoire plus douce, mais c'est plus facile à Ah oui, regarder. oui, non, mais c'est clair. Et puis, l'animation, elle permet toujours un peu une distance. Alors, c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment qu'on... de toute façon, ça sera beaucoup plus supportable. Un recul. Voilà, un recul sur la situation. Léna, tu voulais ajouter ? Juste ajouter, oui, parce qu'en fait, j'étais partie sur l'animation, mais si on peut parler des décors et tout, vraiment le côté carnet de voyage, qui est vraiment magnifique, le côté aquarelle, carnet de voyage bucolique, c'est beau. et en fait, qui contraste d'autant plus avec la réalité qui nous est présentée. C'est vraiment un carnet de voyage, venez visiter Kaboul avec cette aquarelle douce, lumineuse, et cette réalité qui T'enlèves les sombre, talibans, et t'as envie d'y aller. Hein. Ouais, c'est tranchant, quoi, et je pense que c'est aussi le but, et c'est ce qui rend le film effectivement regardable, comme vous l'avez dit. Oui, et je pense que du coup, il atteint aussi plus de spectateurs, un public plus large, parce que je pense qu'un live action pareil, tu emmènes pas voir tes ados. Bon, les enfants, c'est même pas la peine. Mais je veux dire, même des adolescentes, bof, quoi, t'as pas trop envie de leur montrer ça. Mais par contre, ouais, ça parle plus, un film comme ça, un gamin de 14 ans, tu vois, moi je dis, il peut aller le voir. C'est un sujet qui est difficile, mais de toute façon, c'est le genre de truc qui pourrait être, tu vois, étudié en histoire et tout ça. C'est surtout qu'après, c'est de l'animation vraiment pour adultes, donc c'est pas non plus forcément... pour les enfants de 14 ans. Bien sûr, je dis juste que ce qui est bien avec le fait d'avoir choisi l'animation, c'est que ça permet d'étendre un peu plus, parce que du coup, c'est quand même moins dur. Attends, la scène de lapidation, c'est vraiment un truc que tu pourrais pas voir quand on l'a action. Alex, tu voulais dire un truc ? Ah si, comment ? Alors, j'ai vu dans une interview, je sais pas si vous avez vu la même interview, et ça fait un petit moment, donc du coup, je prends avec des pincettes, mais donc... J'ai vu dans une interview qu'en fait, l'utilisation de l'aquarelle et en fait le fait que l'aquarelle, ou en tout cas effet aquarelle, on ne sait pas, mais en tout cas le fait de créer des paysages en aquarelle sans bord, parce qu'en fait on garde une espèce de halo blanc papier autour du cadre, en fait est là pour matérialiser la notion et l'envie des personnages de s'évader et de liberté et de s'échapper en fait du cadre dans lequel ils sont enfermés. Ça prend tout son sens à la fin en plus, où vraiment le dessin devient de plus en plus petit, les hirondelles s'envolent, enfin bref, il y a tout un truc, c'est beau. Oui. Et voilà. Bon, très bien. On peut. C'est un choix qui est absolument merveilleux. Brice, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, j'avais lu qu'à la base, le film était prévu pour être en prise de vue réelle, et c'est les aquarelles d'Eléa Gobet-Mevelec qui avaient initié en fait ce changement de direction. Je trouve en effet que c'est pas une mauvaise idée, parce que ça permet de montrer à l'écran des images qui, à mon avis, seraient en effet beaucoup plus insoutenables si ça avait été en prise de vue réelle. Après, je connais pas les vrais paysages, donc ça se trouve ça aurait été très beau aussi, mais je pense que les avoir fait à l'aquarelle, ça permet d'être un peu plus épuré et du coup de mettre en avant les personnages. Et en fait, c'est tout un contraste, je trouve, parce que j'avais peur en allant voir le film que ça traite surtout de politique, de guerre, etc. Mais non, ça se focus vraiment sur des destins des individus, etc. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant, parce que dans l'histoire, donc dans le scénario, la toile de fond est horrible, mais les liens entre les personnages sont quand même assez beaux. Et à l'inverse, à l'écran, c'est le paysage que moi j'ai trouvé le plus joli, et à l'inverse, cette espèce de trait noir assez grossier autour des personnages les rend beaucoup plus lourds et beaucoup plus sombres. Moi j'avais beaucoup de mal au début avec ce choix-là, c'est pas mon esthétique on va dire, mais en y réfléchissant un petit peu, je trouve que ça fait totalement du sens en fait, parce que finalement les hirondelles elles sont dans un espace ouvert, c'est elles qui ont la liberté, et les personnages sont enfermés donc dans ces espèces de traits assez grossiers. Et donc finalement, si on se masturbe un peu le cerveau, on peut se dire que c'est un choix chouette. Mais bon, après, c'est pas vraiment ma sensibilité. J'ai lu aussi que Zabou Breitman justifiait le choix de l'animation par le fait que c'était une forme de résistance, quand on sait qu'à ce moment-là, c'était absolument interdit de représenter les êtres humains en dessin. Donc finalement, je trouve que ça ajoute un peu un intérêt à avoir choisi ce médium-là. Ok, Sarah ? Moi, je voulais juste parler vite fait du caractère design. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah oui, alors ils sont par rapport aux acteurs qui ont joué, et du coup ils ressemblent aux acteurs. Oui. Je les trouve assez jolis quand même. Enfin, moi, au niveau du trait.
Je trouve ça cool. Après, il y a peut-être C'est que pas- moi, mais alors moi, je trouvais que bon, elle est pas mal, hein, l'idée Ouais. de prendre les acteurs et de les dessiner, ça leur donne vraiment du caractère, tu vois, à chaque personnage et comment dire, on les reconnaît vraiment, tu vois, ils sont vraiment reconnaissables, ils sont Je vraiment trouve leur que ça truc. apporte pas grand-chose. Ça aurait pu être. Oui, non, mais inventé, après, mais- c'est une référence comme une autre. Après, Ouais, pour ouais. n'importe quel autre projet, on prend toujours, de toute façon, des références de la vraie Oui, vie, oui, je veux dire. bien Donc, c'était pas obligé, mais bon. Mais par contre, moi, là où ça m'embête un peu, c'est surtout pour le personnage de Zunaira. C'est-à-dire que autant les autres, je peux reconnaître un peu les acteurs et tout, tu vois. Enfin, Elle est d'une beauté. non, mais elle est. Mais en fait, c'est pas. Comment dire donc, l'actrice qui a été choisie pour jouer son rôle, c'est Zita Enro. Je sais pas comment on dit. Oui, Oui, Zita Enro, voilà. H-A-N-R-O. R-O-T, voilà. Donc, et en fait, alors. Très belle actrice, hein, c'est pas ça le problème. C'est surtout que moi je trouve qu'on la reconnaît pas tellement et qu'en fait, moi ce qui. Alors, déjà, c'est quelque chose qui m'embêtait pour Zunaira avant même que je sache de toute façon qu'ils étaient dessinés par rapport en référence aux acteurs. C'est que je trouvais qu'elle avait pas de caractère, qu'elle avait pas un truc fort. En fait, je trouvais qu'elle avait vraiment la tête juste de la jolie fille, tu vois, très simplifiée, idéalisée, Ouais, la belle lisse. bouche, Vraiment, les yeux de biche. voilà, et même limite, je trouvais qu'elle était un peu trop manga par rapport aux autres personnages que je trouvais un peu plus réalistes parce qu'elle a de très grands yeux, là comme ça, tu vois, un petit nez. Les autres, ils ont vraiment des caractéristiques avec un nez, voilà, un grand nez, machin, enfin des choses, Oui. un visage un peu anguleux ou des choses comme ça. Et elle a ce visage en cœur avec ses grands yeux. Ah non, c'est Et- vraiment un modèle. Ouais. Et attends, et là où je me suis dit vraiment, au début je me suis dit ouais c'est moi qui chipote, et là où je me suis dit non il y a vraiment un souci, c'est la scène où on parlait de Cassim qui est avec les prostituées là, qui est dans le bordel. Ouais. Et ben si vous regardez bien dans cette scène, une des prostituées c'est Zunaira. Et bah oui, C'est- putain, j'ai voilà. cru que c'était elle, moi, à un moment. Et bah oui, c'est la même On l'a tête. pris, on a un peu switché la tête, mais c'est à peu près ça. Ouais. Ah non, Parce mais que vraiment, c'est elle. Il y en a deux. j'ai eu une pause en mode Ouais. quoi? Mais ah non, c'est pas elle, parce que je sais plus, elle a le visage plus allongé. Non, Ouais. en fait, il y en a deux. Il y en a une qui a un visage vraiment long et l'autre, c'est la tête de Zunaira. Et en fait, c'est là où je me suis dit, non, il y a vraiment un problème. On a juste dessiné une jolie fille. Et comme on pourrait faire l'erreur, tu vois, pour les Disney, tu vois, où toutes les nanas, elles ont maintenant un peu toute la même tête de réponse, là, et un peu Ben, modifiée. Alors après, il y a aussi les mecs. En plus, on voit tout un panel quand Mohsen il prie. Il est obligé d'aller prier pendant que Zunaira elle crame au soleil. On voit tout un panel de mecs, donc de personnages Ouais. vraiment silhouettes et tout. Mais on voit qu'ils ont. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents, mais ils sont tous dans cette direction artistique qui est, voilà, qui est celle-là. Mais par contre, c'est vrai que dans les personnages féminins. Alors après, peut-être que ça vient de Jérémy Perrin qui s'occupait des designs des personnages. Après, je crois que c'était aussi Eléa Gobé-Mévélec. Hein, donc je sais pas, mais en tout cas, il est assez fort pour faire des personnages masculins qui sont assez différents dans Oui. Last Man. En tout cas, je crois. Et par Bah, contre, ça, c'est un qui se problème. ressemblent tous dans les Ça, nanas. c'est un problème qu'il y a dans l'animation en général, de toute Oui. façon. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup plus de diversité au niveau character design pour les hommes. Ouais. Et pour les femmes, on les fait encore toujours qui se ressemblent. Bon, Moussarat, tu vois, ça va, elle a un truc et Ouais. tout. Mais pourquoi c'est dommage que pour l'héroïne, il fallait que ce soit une jolie fille. Et du coup, jolie fille, forcément, elle est tombée dans les mêmes clichés que toutes les autres filles des films d'animation. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Bon, après, c'est un peu triste, mais ce que vous reprochez de cette différenciation entre les caractères design masculin et féminin, c'est un truc qui se retrouve dans notre triste vie, c'est qu'on accepte quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus de diversité chez les mecs que chez les meufs, en termes de beauté physique, enfin voilà. Le charme, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus tolérant avec le charme masculin que le charme féminin, quand il s'éloigne des codes. Mais à l'inverse, moi j'ai trouvé Mohsen très élégant. Et ouais, j'ai beaucoup aimé son caractère design pour le coup. Voilà, je glisse ça ici. Bah, moi, en fait, vu qu'on parle toujours d'animation, il faut aussi parler de l'éléphant qui est dans la salle, The Elephant in the Room, à savoir que, je sais pas si vous avez vu les interviews de Zabou Bretman sur le film, Oui. mais... Bah oui. Oui, mais Oui. je voulais Je vais peut-être en parler dans la On en séquence parle potin. après, ouais. Dans la séquence, est-ce qu'on en parle dans la séquence Pota? Mais parce que moi, en fait, le problème, c'est que l'animation, je la trouve magnifique, mais sachant les choix de la réalisatrice, On le que sent. je trouve
très, très, très... Enfin, je me pose des questions, tu vois ce que je veux dire, je questionne. Alors, peut-être que moi, je l'interprète d'une manière un peu péjorative, mais moi, personnellement, voilà, bon, on garde pour la séquence potin, mais je trouve que, voilà, le fait d'avoir animé par-dessus un jeu d'acteur, filmé... C'est quoi ce choix? Quel est le principe? Pourquoi? En fait, vu que la problématique tourne autour du choix de l'animation pour ce film, est-ce que ça a été réellement un choix? On peut en parler maintenant parce que c'est vrai que alors moi je trouve que ça joue sur l'acting, donc comment les personnages bougent dans ce film. Je trouve ça très rigide et en fait donc la réalisatrice Zabou Breitman a filmé les acteurs dans les vêtements dans lesquels ils étaient en donnant des décisions un peu en disant là il y a un canapé, là il y aura un matelas, là vous êtes comme ça, allez-y jouez. Et après les animateurs devaient se caler sur ces références-là qui sont c'est bien, hein, je trouve que des fois c'est des bonnes idées. Par contre je trouve qu'il y a un manque de liberté. Ils bougent de manière du coup assez saccadée et on sent dans le mouvement, en fait après en le sachant aussi, mais qu'il n'y a pas de liberté vraiment dans l'animation. Quel est le travail de l'animateur là-dedans en fait? Où est alors, le travail de l'animateur? Il y en a un quand même, de mais je trouve que c'est vraiment pas faire confiance en animation. Ouais. Et moi, ça me pose problème. Et aussi, après, du coup, en plus, le jeu d'acteur qui pourrait être, normalement, donc, quand tu enregistres les voix, imaginons, voilà, avant, donc ce qui se passe la plupart du temps, hein, sauf quand c'est des doublages pour des films étrangers ou quoi. Donc, quand tu enregistres les voix avant, les animateurs, c'est génial d'animer là-dessus parce que en fonction des intonations, du mouvement de la bouche, de ce que tu entends, en fait, tu vas pouvoir faire ton animation et à ce moment-là, ça sera d'autant plus vivant parce que l'animateur va jouer le rôle du personnage, donc lui donner un peu, voilà, en gardant l'intention du plan, etc. Mais, du coup, comment dire, là... Ils sont trop rigides face à ça. Et... C'est ce que je dis. En fait, quand je questionne le travail de l'animateur dans ce film, c'est où s'arrête le travail créatif de l'animateur, parce que l'animateur est un créatif, crée en tout cas quelque chose, il anime au sens propre du terme, il donne la vie. Et en fait, là, cette étape-là n'existe pas, puisque la réalisatrice a expressément demandé de calquer sur ce qui a déjà été joué et ce qui a déjà été tourné. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'animation comme ça a été triquée parce que les personnages eux-mêmes sont enfermés dans un rôle que la société les contraint à tenir? Non mais je suis totalement d'accord avec vous, c'est dommage de ne pas utiliser l'animation à son plein potentiel en fait. Franchement, c'est pour ça que moi je l'ai cru en effet que c'était rotoscopé. Parce que de temps en temps, il y avait des scènes qui pour moi étaient physiquement justes, on va dire. Mais avec cette petite gêne de la rotoscopie, mais c'est peut-être cet entre-deux qui est un peu bizarre. J'allais juste terminer en disant que le problème, c'est qu'on a une réalisatrice qui vient de la prise de vue réelle et qui n'a pas fait assez confiance à l'animation, qui ne fait pas assez confiance aux animateurs, et que du coup, à cause de ça, c'est à cause de ça qu'on a une animation comme ça qui est trop contrôlée, trop rigide. Après, c'est pas mal fait, hein. C'est pas du tout ce que je dis. Non, absolument pas. Il y a un manque de liberté. C'est pas non plus de la rotoscopie, ce qui consiste à vraiment décalquer image par image la vidéo. Donc ça, c'en est pas du tout. Après, la volonté, c'était de faire un côté un peu lâché, de croquis ou de machin. Je trouve que dans ce cas-là, c'est pas non plus réussi parce que c'est quand même... C'est pas assumé en fait, je pense. C'est ça le problème, c'est qu'elle n'assume pas le truc jusqu'au bout et on sent qu'il y a de la retenue un peu vis-à-vis de l'animation. Il y a deux volontés peut-être de la méfiance, je sais pas. Qui sont un peu contradictoires, quoi. On va pouvoir analyser la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. La musique, elle a été composée par Alexis Rault, R-A-U-L-T, qui a aussi fait les musiques additionnelles pour Camping 2, Comment c'est loin. Wow. Non, sinon il a vraiment fait, je racontais un peu des blagues, mais il a fait beaucoup de films, de séries et documentaires français. Donc la musique, elle a une part très importante pour le personnage de Zunaira.
Est-ce qu'elle vous a marqué? Est-ce que vous la trouvez adaptée, Sarah? Alors, adapté, oui, je pense que on pouvait pas faire de meilleur choix, en tout cas, dans la musique. Alors, moi, comme d'habitude, hein, parce que moi, j'ai pas vraiment l'oreille musicale, donc je vous laisserai en parler. Moi, je parle surtout des chansons, c'est le truc qui me parle le plus. C'est que moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle choisisse des chanteuses femmes, qu'elle ait choisi des voix féminines, en fait, pour porter le film. Parce que, alors, on sentait que c'était un peu aussi leur manière de faire un doigt encore, tu vois, aux talibans. Parce que c'est interdit, en fait, c'est illégal pour une femme, tu vois, de chanter. Donc, c'était leur manière à elles, encore plus, tu vois, de dire non, on est libre, tu vois, et c'est des femmes qui vont chanter. Et donc, on a à la fin du film, donc la fin du film se termine sur une chanson chantée par une femme. Mais elle s'appelle. Oui, et celle, par contre, moi, qui m'a bien fait kiffer, c'est la chanson que Zunaira écoute pendant qu'elle est en train de dessiner au début du film. Et donc, c'est la chanson Burqa Blue, par la Burqa Band, qui est une espèce de groupe garage punk de 3 Afghanes qui jouent en burqa. Je vous conseille de regarder ça sur YouTube. On peut trouver le clip avec les 3 nanas qui jouent en burqa. Enfin, en burqa, non. Elles sont en tchadri bleu. On sent aussi qu'elles se sont inspirées de ça dans le style graphique et tout, on le retrouve. Et d'ailleurs, je crois qu'elle disait dans une interview que c'était à travers certaines de ces images qu'elles avaient eu l'idée comme ça de faire une prise de vue un moment dans le tchadri où on voyait en fait le grillage. Vachement bien ça. Je ressens vraiment. Avec la respiration, on voit ça souffle. C'est vraiment. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller regarder Burqa Blue de la Burqa Band. Ok. Trop chouette. Léna. Moi pareil, j'ai pas trop l'oreille musicale. Enfin voilà, je suis pas très bonne. Arrête de te décrédibiliser comme ça. 7 ans de piano pour pas savoir faire une gamme. Ah bah. Et non, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé donc effectivement le choix que ce soit des femmes qui chantent et tout, ça appuie encore plus le sujet. Et tout le choix d'instruments à cordes, ce côté acoustique qui suit pour moi le carnet de voyage je sais pas comment dire, du concret, du sans fioriture, du réel, on est dedans, on est vraiment plongé. Le terme que je cherche, mais du vrai en fait, vraiment, ouais. Authentique. L'authentique, exactement, au niveau du choix des instruments, des voix, effectivement. Ouais. Oui, c'est pas la Reine des Neiges qui fait. Ouais, non, vraiment. Ouais, non, qui colle bien. Je crois que même d'ailleurs pour les bruits, les voix et tout ce qu'on entend, en fait, c'est des enregistrements vraiment qui ont été retrouvés en Afghanistan, quoi, à Kaboul, quoi, qu'ils ont rajouté. Brice. Eh bien, j'ai pas trop de souvenirs de la musique, à part en effet ce titre Burqa Blue quand elle dessine, parce qu'il tranche vraiment avec le reste, mais j'avais même pas noté que c'était des meufs, hein, vraiment, mais je suis un idiot, quoi. Ok, d'accord. Alex, t'as quelque chose à rajouter sur la musique? Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je veux dire, le travail d'un bon compositeur de musique de film, c'est de faire passer des sentiments à des moments clés. Et en l'occurrence, ici, c'est très très bien fait. Donc voilà, la musique est toujours un point en plus même essentiel pour pouvoir faire passer des sentiments à l'image et là c'est pari réussi. Je veux dire, de toute manière, un film de cette ambition sans musique, ça n'a aucun sens et je rejoins Léna et Sarah sur ce qu'elles disent concernant le choix féminin pour les chansons. Bon, on va pouvoir passer un petit extrait de la musique. Est-ce que vous êtes chaud? On va danser. C'était Holm d'Alexis Rault. Désolé, c'est pas forcément des plus funky, mais en tout cas, ça retransmettait bien l'idée du film. On va maintenant s'intéresser à la scène qui vous a le plus marqué. Sarah. En plus, il y a des chances qu'on ait peut-être que les mêmes scènes, parce que
Bon, ma scène marquante, je pense que c'est une des scènes les plus marquantes du film. C'est la scène de lapidation au début du film. Pour moi, c'est celle-là la plus marquante. C'est fou, quoi, d'ouvrir, tu vois, là-dessus. C'est tellement dur comme moment. Et puis, en fait, on te montre ça. En fait, en quelques images, tu as vraiment une idée de ce qui se passe, de la mentalité. Et en plus, tu as ce geste qui va en quelque sorte coûter la vie à Mohsen, qui est qu'il va ramasser cette pierre comme tous les autres autour de lui et qui va la lancer sur cette femme jusqu'à la mort. Et alors, en plus, j'en parlais tout à l'heure déjà, mais voilà la manière dont ça va être animé et qu'ils aient fait le choix comme ça de faire très peu d'images pour le moment où il la tue. Ce moment, il te glace le sang. Il est vraiment très bien fait. En plus, je crois que dans cette scène, tu vois qu'en fait, la violence, vraiment, elle augmente. C'est-à-dire que ça commence par un gars qui tape un autre, et puis après, en fait, dans la foule, tu vois que même les gosses, en fait, Ils s'y prennent, ils jouent, pour eux, c'est un jeu, quoi. Oui, c'est ça. Et ça, c'est horrible. C'est horrible, voilà, de voir ces enfants qui jouent. Et en plus, je crois que donc il y en a un qui rate, et les autres se foutent de sa gueule parce qu'il rate. Enfin, vraiment, c'est un jeu, quoi, pour eux. On se rend bien compte que c'est un quotidien, quoi. Voilà, c'est horrible. Et donc, c'est ce qui va marquer donc toute la suite de l'histoire, parce que t'as Mohsen qui ne sait vraiment pas, même lui dit, je ne comprends pas pourquoi j'ai pris cette pierre et pourquoi je l'ai lancée. Et après, il est en mode zombie, en fait, pendant tout le film, parce que, ça y est, il a fait la chose qu'il a déshumanisée, en fait. Et c'est vrai que... Voilà, et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé dans l'évolution des personnages, mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que lui, à partir de ce moment, c'est le personnage, si tu veux, le plus ouvert et le plus féministe, en tout cas, qu'on va trouver dans ce film. Il se déshumanise en participant à cette lapidation. Et c'est vrai qu'il y a ce parallèle, du coup, avec Atik, qui, lui, au contraire, lui, il arrive de loin, et puis bon... Et puis Mohsen ne se le pardonnera jamais. Ben non, et en fait... Il n'aura pas le temps. Et en quelque sorte, c'est un peu ça qui le tue, parce que c'est à cause de cette dispute avec sa femme qu'il meurt. Ouais, Léna moi, je vais changer, c'est pas cette scène que j'avais... eu en tête. Moi, j'ai bien aimé la scène... Enfin, il y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y a la scène où Mohsen et Zahira boivent le coca. Là, il lui fait boire le coca sous le chadri. Et c'est la dernière scène de complicité qui est drôle, qui nous fait sourire en tant que spectateur. Ce sera la dernière scène de tendresse du film. Après, le film bascule. Donc voilà, c'était une scène qui, pour moi, était importante. Et la deuxième scène que j'ai notée, c'est la scène où... tous ces vieux qui sont abîmés par la guerre, ils discutent. Et le débat, c'est de savoir si leur mort pue comme les autres, ou si non, ce sont des saints, ils n'ont pas d'odeur. Et du coup, on voit à quel point il y en a, ils doutent encore de ce qu'on leur fait croire, de ce qu'on leur dit. Mais non, ils se sentent pareil. Mais non, bien sûr, les nôtres sont des saints. Et tu vois toute la complexité... Enfin voilà, tout ce qu'on essaie de leur faire comprendre, qu'on leur rentre dans la tête. Ouais, vraiment. Je trouve que ça soulève beaucoup de questionnements, elle est très avec sympa. Un peu d'humour, quoi. Oui, et en même temps, je la trouve très authentique aussi. C'est vraiment une genre de... Tu t'imagines totalement, tu sais, les petits vieux là en train de... De toute façon, ton œil, tu l'as même pas perdu en combat. En discutant sur le banc, tu vois, j'ai bien aimé. Alex alors j'hésitais entre le moment terrible juste après le coca où en fait il est obligé d'aller prier. Ouais. Qui est fort aussi. C'est terrible parce que c'est très... Il y a quelque chose de très réaliste, en fait. Il y a quelque chose de... Enfin bon, c'est terrible. Et enfin, c'est terrible, mais c'est pas encore le plus terrible. Pour moi, de toute manière, la scène de basculement, celle où l'irréparable est finalement... commis aussi du côté de Zunaira quand elle tue Mohsen. C'est terrible parce qu'en fait c'est injuste, il y a une telle injustice dans cette histoire parce qu'ils s'aiment et ils sont beaux, c'est con à dire, mais ils sont beaux et ils s'aiment et c'est tellement triste et c'est tellement... C'est tragique. Moi, je me souviens d'être au cinéma, d'avoir eu le souffle coupé en me disant, j'en ai encore des frissons, en me disant, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver, des gens qui s'aiment ne peuvent pas se faire du mal comme ça. Moi, c'était justement la scène dont tu parlais, où ils sont dans la rue et d'un coup, ils se font arrêter par les talibans, Zunaira et Mohsen.
Donc lui, il est obligé d'aller prier et elle, on est à sa place sous... On suffoque avec elle. Ah ouais, c'est vrai, on ressent vraiment qu'elle a chaud et tout. Enfin, c'est très bien fait, je trouve. Et ouais, où tu sens en fait que là d'un coup, qu'il y a vraiment aucune liberté, que tu te rends compte de la réalité de la chose alors que c'était un quotidien un peu normal, où tu te dis, oh, bon, ils rigolent, c'est un couple, machin. Et puis là d'un coup, la brutalité de la réalité qui te ramène très vite. C'est ça, et puis il y a cette espèce de barrière entre donc, ce qui est à l'intérieur de la mosquée, ce sont des gens qui prient, je veux dire, comment on peut pointer du doigt des gens qui prient et en même temps, de l'autre côté, devant la porte de cette mosquée, il y a cette femme qui est en train de mourir. Elle meurt pas, mais elle meurt de chaud, là, elle en peut plus, elle pourrait tomber dans les pommes. Souffrance, et c'est terrible parce que voilà, c'est pas ça de croire, on va dire ça comme ça. Brice, tu veux raconter ta petite scène? J'hésite entre deux scènes marquantes et de toute façon vous avez parlé des deux. La première c'est quand Mohsen et Zunaira sont séparés parce que je pense que c'est vraiment là que j'ai senti toute l'injustice. Étrangement, la scène de la lapidation, j'étais surtout mais pourquoi le gars fait ça quoi. J'ai toujours pas compris son geste et j'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi moi je continuais d'apprécier ce personnage malgré que je ne pouvais pas mettre d'explication derrière son geste. Ça, c'est encore un mystère pour moi. Mais c'est pas... Elle m'a marqué par sa violence, et parce que je me suis dit que si ça... En effet, ça avait été dans un film live action, ça aurait été particulièrement difficile à regarder. Mais après, je crois que celle où j'ai vraiment ressenti cette distinction entre les hommes et les femmes et toute cette horreur, c'est quand ils sont séparés et que Zunaira, elle est sous le soleil, en train de suffoquer. Je trouve qu'on ressent extrêmement bien la chaleur, on ressent extrêmement bien cette attente, cette souffrance, le fait qu'elle se contienne aussi. Enfin, je trouve cette scène vraiment belle. Et la mort de Mohsen aussi, en écho avec le dessin qu'elle fait sur le mur, qui... je sais pas si j'ai pleuré à ce moment-là, mais en tout cas, c'est une scène qui m'a touché, cette révélation aussi. Parce que j'aime bien son chara design, je crois que je l'ai dit, mais je pense que c'est pour ça. Merci. Alors, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, j'ai un petit truc à ajouter. C'était pour vous dire que si jamais, c'était pas la problématique qu'on avait choisie, mais il y a un document qui est sur Google de 9 pages par un doctorant de l'université de Mostaganem qui s'appelle, alors je suis désolée si j'écorche le nom, parce qu'en fait, je l'ai écrit, mais j'arrive pas à me relire, Mansour Bencheida, je crois que c'est ça. Et ça s'appelle L'incommunication dans les hirondelles de Kaboul. Donc du coup, ça traite principalement du roman, mais ça fonctionne très très bien avec le livre et c'est vraiment tout avec autour... avec le film, pardon. Sur vraiment je bug total. Sur le fait qu'ils ne peuvent pas communiquer, mais à tous les niveaux entre eux, entre couples, dans la société et eux avec eux-mêmes en fait. Et vraiment cette dévastation tant dans la ville, dans la relation. Oui, dans le public comme dans le privé. Voilà, et au niveau même individuel, à tous les étages. Et vraiment, ça fait 9 c'est pages et c'est très bien, vraiment. Okay, petite lecture à aller voir. Il faudrait peut-être le mettre dans les liens utiles du podcast. On va essayer. On va passer maintenant à la séquence potin. Eh oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin. Buxley est mort. Séquence potin. On m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, je suis choqué. Donc, pour retracer un peu l'histoire des Hirondelles de Kaboul, le film, donc 2 producteurs sont arrivés avec un scénario tiré du roman de Yasmina Khadra, avec la volonté d'adapter donc les Hirondelles de Kaboul en live action avec de vrais acteurs. Ils ont finalement changé d'avis et ils ont cherché avec le studio Lézard Martyr une co-réalisatrice pour l'adapter en animation avec Zabou Breitman. Donc Breitman a donné son accord pour faire ce film en animation et Eléa Gobé-Mevelek a été recrutée pour faire le film. Zabou Breitman, elle voulait que ce soit de l'animation qui se greffe au jeu des acteurs. C'était sa condition pour faire le film, on en a un peu parlé. Elle trouve que j'ai vraiment écouté beaucoup d'interviews des 2 réalisatrices. Elle trouve que les acteurs dans les films d'animation français jouent mal. Ah oui. Donc c'est là aussi où je me pose la question, elle dit dans les films d'animation français. Mais c'est bizarre parce que autant quand c'est par exemple ça peut être des Pixar ou quoi, où c'est les doubleurs français qui, les acteurs français qui vont redoubler le film et qui sont derrière les animations, ok, mais d'habitude c'est enregistré avant.
Donc c'est là où j'arrive pas à comprendre ça. Après, Oui, parce que ce qui est bizarre, c'est que donc elle précise que pour ce film, elle voulait que les enregistrements soient faits avant l'animation, comme si c'était quelque chose qui n'arrivait pas d'habitude, que c'était exceptionnel. Et elle adore le répéter ça dans ses interviews, alors que c'est comme ça que ça se passe toujours en fait. On enregistre toujours avant d'animer. On anime sur les enregistrements. Ouais. Donc voilà, après on l'a un peu dit, mais les acteurs, ils ont joué les scènes par rapport au storyboard qui a été réalisé en amont. Ils se mettaient en scène, il y avait des indications un peu floues sur le décor pour savoir où ils étaient. Ils portaient les vêtements qui correspondaient aux recherches que Eléa Gobé-Mévélec elle avait fait. Bon voilà, après le travail d'animation, et ça n'a pas été de la rotoscopie, on l'a dit. Pour Zabou Britman, la technique n'est pas importante, mais le ressenti, l'abstraction est essentiel. Elle dit que les deux mélangés, c'est le mieux, mais je peux pas m'empêcher de ressentir en fait un dédain face à l'aspect technique de son film. Je trouve ça hyper dérangeant. Vraiment, alors je veux pas me froisser avec qui que ce soit, mais j'ai vraiment eu ce ressenti dans les interviews de Zabou Britman, déjà qui prenait toute la place par rapport à Eléa Gobé-Mévélec qui parlait pas beaucoup, et qui dénigrer un peu le côté animation et le côté technique de son film qui est essentiel, quoi. Mais c'est ça, en fait, ce qui est intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que notre problématique tourne autour de l'utilisation de l'animation pour traiter d'un sujet comme celui-là. Et en fait, pour la réalisatrice Zabou Britman, ça n'était pas son premier choix, et pratiquement, et moi aussi je l'ai senti comme ça, tu vois ce que je veux dire, donc t'es pas tout seul. Quand j'ai vu ces interviews, il y avait elle, chez elle, de la résignation du type il fallait que je le fasse en animation, j'avais pas le choix, quoi. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai des conditions pour que ce soit réussi. Ça me dérange énormément, parce que l'animation, enfin le film en animation est tellement plein de beauté, et tellement plein le choix est si évident, et en même mais temps... après, elle vient pas du même milieu, elle est actrice, enfin pour elle c'est le jeu d'acteur qui prime, voilà, moi je peux comprendre. Mais quand tu choisis de l'animation, tu vas pleinement dans l'animation. Oui, c'est ce qui est dommage. Après... Et en même temps, et donc du coup voilà, et en plus c'est elle qui prend toute la place dans les interviews. Encore une fois, je veux vraiment froisser personne, je l'ai vraiment lu comme tu le dis, hein, genre moi aussi j'avais du mal, je savais pas si on allait l'évoquer, et vu que tu l'évoques dans la séquence potin, moi c'est vraiment, ça m'a dérangé réellement, en plus qu'elle soit sur le devant de la scène, alors que finalement, pour parler d'animation, elle a rien à Oui, alors finalement, elle prend l'animation de haut. Après, elle a dit, elle admet volontiers que toutes les étapes dans la production, donc du storyboard jusqu'au compositing, ça a apporté beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est Eléa Gobé-Mévélec qui le fait remarquer, tu vois, genre. Donc c'est... il y a aussi, je trouve, un problème à avoir donné trop d'importance au jeu des acteurs. Donc l'animation, elle prend pas assez de liberté, on l'a un peu dit. Ça donne un aspect un peu figé dans leurs mouvements, qui n'est pas forcément l'énergie qu'il y a dans la voix des acteurs. Après, c'est vraiment mon ressenti, parce qu'en interview, les deux réalisatrices, elles sont d'accord sur le fait que l'animation, elle se cale sur la captation en fait, des acteurs, et ça les a bien arrangés apparemment, mais je trouve que ça manque de lâcher prise. Bref, donc après toutes les interviews que j'ai pu voir, donc, ça va toujours à prendre avec des pincettes, mais c'est vraiment mon ressenti par rapport à Zabou Britman. Et pour elle, c'est un peu son projet, et on a l'impression que le côté de sa partie était très importante, et qu'à côté, il y avait Eléa Gobé-Mévélec qui était un peu à côté, quoi. En plus, attends, elles sont réalisatrices au même degré. Hein. Ouais, normalement. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que c'est plus elle la réalisatrice, et que l'autre s'est greffée, et du coup... Voilà, et qu'elle, c'est sur le côté graphique et tout ça, et c'est tout, tu vois. Et du coup, et surtout, aussi Britman, pourquoi dans les interviews, c'est aussi un peu dérangeant, elle prend énormément la parole, et Eléa Gobé-Mévélec, à côté, elle répond pas trop, du coup, elle est un peu... du coup, ça augmente un peu ce ressenti. Alors, peut-être que c'est complètement faux, voilà... Mais c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en écoutant plusieurs interviews, quoi. Donc, voilà. Ça m'étonne pas trop que tu aies eu cette impression, Antoine, de déséquilibre, on va dire, parce que de ce que j'ai vu et lu, il semblerait que ce soit le projet de Zabou Britman, qu'elle ait en plus, à la base, voulu le faire en prise de vue réelle, et que c'est grâce au travail d'Eléa Gobé-Mévélec qu'elle l'a finalement fait en animation. Donc ça semblerait vraiment être Eléa qui a rejoint le projet que l'inverse, ou qu'une idée commune. Puis finalement, je veux dire, si le duo a bien marché, tant mieux. Enfin, oui, il a bien marché. Et le film est top. Donc voilà, donc on peut pas pointer du doigt une dynamique de duo qui est potentiellement arrangeait tout le monde. Après, voilà, pour revenir du coup toujours à cette problématique, le fait que
pour nous, le choix est évident, alors qu'en fait, finalement, à la base, il ne l'était pas. Ça me fait me poser des questions. Je sais pas pour vous, vous voyez ce que je veux dire. Je suis d'accord. Ça me fait me poser des questions, ça me fait questionner en fait, mais où est le choix, pourquoi l'animation et pourquoi ce sujet dédain, pourquoi le... Moi, je suis d'accord pour l'utilisation de l'animation. J'ai toujours trouvé que c'était d'une efficacité absolument merveilleuse pour traiter de ce type de sujet. Mais au regard des choix artistiques des réalisatrices, pardon. Oui. C'est complètement contradictoire. Alors que pourtant, quand même, elles disent que elles ont fait le choix... Enfin, après coup, tu vois, elles disent on a fait le choix de l'animation parce que c'était une manière plus douce de présenter un sujet pareil. Et que c'était en fait que grâce à l'animation, grâce au dessin, tout ça, du coup, le propos qui est violent, il passait plus facilement. Bah, oui, je pense que de toute façon, Zabou Brightman, elle a pas eu trop le choix, elle a fait avec, mais après, elle a trouvé des bons côtés. Hein, je pense que ça c'est bien passé, mais voilà. Je suis quand même à moitié d'accord sur le fait que l'animation adoucisse tout, parce que je pense que si ça avait été en prise de vue réelle, il y aurait juste eu d'autres choix de mise en scène pour montrer cette violence et essayer de l'édulcorer s'il y avait besoin. Évidemment que l'animation et l'aquarelle permettent de montrer de manière plus frontale certaines choses et de les adoucir. Après, autre chose, c'est la partie financement, parce que c'est un film d'animation pour adultes, donc ça a eu vraiment du mal à se faire financer. Personne ne voulait mettre des sous dans un film d'animation pour adultes, et encore moins pour parler de l'occupation des talibans en Afghanistan. Donc beaucoup de gens, ils aimaient l'idée, mais personne ne voulait la financer. Dans une interview du producteur délégué, on apprend que chez Mélusine Productions, donc le studio luxembourgeois qui a travaillé sur le projet, la fabrication du film a duré environ 8 ans. Et le studio 352 qui a travaillé pendant 1 an sur le film aussi a bossé dessus. Et il est rarement cité dans les médias. Et le producteur délégué, il a dit un truc qui m'a un peu choqué, mais ça m'a fait rire. C'est une petite maladie française de régulièrement oublier ses partenaires étrangers. Et paf Et bim. Mais il l'a dit un peu en rigolant, mais voilà. Le producteur, il perd quand même pas espoir concernant l'avenir de l'animation pour adultes. Surtout après ce film qui traite de sujets extrêmement délicats avec une certaine distance qui est menée par le dessin. Donc voilà, on va rester dans l'espoir que peut-être que l'animation va décoller. Pour adultes, en tout cas, va se démocratiser un peu plus. On a analysé et débattu ensemble des hirondelles de Kaboul. C'est le moment de vous poser la question. Pourquoi le choix de l'animation pour traiter une réalité dramatique ? On en parlait déjà un peu. On a déjà pas mal déblatéré dessus. Comme on l'avait dit, en fait... de faire ça en dessin et en plus le fait qu'ils aient choisi des aquarelles, une palette restreinte aussi, ça on l'a pas dit, où on a surtout du bleu, du vert, la couleur après du sable comme ça, un peu de l'ocre, tout ça. Donc je sais qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait exprès comme ça de choisir une palette restreinte pour avoir ce côté doux mais puissant en même temps, tu vois. C'est ce truc où en même temps les images vraiment elles pètent et en même temps parce que c'est de l'aquarelle, il y a une certaine douceur et c'est ce qui a permis de parler d'un sujet aussi dur, aussi violent. Voilà, comme on l'avait dit au début, on l'aurait vu en prise de vue réelle, ça aurait été très très dur à regarder. Moi, je suis pas sûre que je serais allée au cinéma pour aller le voir. Et du coup, l'animation, là pour le coup, elle permet de parler de ce sujet-là, quoi. Avec plus, ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que donc l'aquarelle, effectivement, ça rajoute un côté plus doux, un côté voyage, voilà. Mais aussi, elle est très contrastée, ce qui est un peu, donc ce qui est déjà assez difficile à rendre pour l'aquarelle, c'est une technique à l'eau, donc tu peux pas passer beaucoup de couches dessus, donc à obtenir un noir assez noir. C'est pour ça que je disais que c'était sur Photoshop aussi, potentiellement pour rehausser les contrastes. Donc il y a beaucoup de place au blanc, mais aussi beaucoup de noir dans les ombres. En tout cas de sombre, et du coup ça contraste énormément et ça rajoute un côté à l'aquarelle où c'est assez dur parce que c'est pas non plus une aquarelle qu'on voit tout le temps. Voilà. Oui, puis le côté aquarelle aussi laisse dès le départ évoquer le sujet de l'espoir et de la paix qu'il y a derrière, en fait, ce côté clair, ce côté lumineux sur ce sujet catastrophique et dramatique. Qui dit, il y a de l'espoir. Enfin, je sais pas, moi j'ai vu aussi cette lumière et cette douceur dans le film que vous allez voir. Il est pas facile, mais derrière... Comme on parlait aussi des bords, c'est ça, du cadre, effacé,
Ça joue aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on se pose la question, et comme on l'avait fait déjà dans l'épisode précédent, l'animation genre ou technique. Là, pour le coup, là encore, pour moi, on est encore en train de prouver que c'est une technique, qu'en fait, en effet, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui doivent se dire que ce film, on aurait pu le faire en prise de vue réelle, qu'il n'y avait pas de raison de le faire en animation, parce que les gens doivent penser que quand on fait de l'animation, il faut forcément faire des effets spéciaux et des trucs de dingue. Même si, bon, aujourd'hui, sur les prises de vue réelles, il y a énormément d'effets spéciaux 3D. Donc, mais moi, limite, en fait, moi, j'en ai marre qu'on doive prouver, en fait, à chaque fois, tu vois, que de dire, oui, en fait, y avait une bonne raison pour le faire en animation, parce que pour telle et telle raison. En fait, moi, j'ai envie de dire, ce film, il marche très bien en animation 2D, et c'est tout, point, en fait. Il est très beau, et voilà, ça suffit. Pour moi, ça suffit, en fait. Et c'est juste, on a choisi de le faire avec cette technique-là, et puis, point, c'est tout, voilà. Alex, tu voulais ajouter un truc ? J'ai envie de préciser que l'animation et le fait que ce soit du dessin ne censure absolument pas la violence. Dans le sens où comment on a tendance donc à dire que ça atténue la lourdeur des sujets qui sont évoqués, mais la violence retranscrite, voilà, on a déjà évoqué nos expériences au cinéma, et ce qu'on a pu ressentir même dans des scènes, dans nos scènes favoris, mais oui, l'utilisation de la violence et la retranscription de la violence est absolument pas atténuée par le fait que ce soit du dessin. C'est supportable, mais c'est absolument pas... Oui, mais voilà, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est vrai qu'il faut pas j'ai peur en fait, en disant que l'animation c'est mieux pour traiter de ce type de sujet, de dire qu'en fait on embellit embellir la violence. Elle l'embellit pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas ce qu'on dit. Mais elle ne la censure pas. Mais elle est supportable. Voilà, c'est ça, ça la rend supportable. Brice, tu veux ajouter quelque chose ? Cependant, personnellement, je trouve pas non plus que l'utilisation de l'animation dans ce cas-là soit d'une pertinence folle. Après, ils ont réussi à la rendre intéressante. Ce que je disais plus haut sur ce contraste entre le traitement des personnages et du fond, ça c'est quand même chouette, et ça aurait pas été possible en prise de vue réelle, c'est sûr. Je pense que faire le film en animation a permis d'attirer un public peut-être un peu plus différent, parce que c'est vrai qu'intrinsèquement, l'animation apporte un parti pris et une esthétique très différente. C'est évidemment le cas dans les films classiques. Chaque réalisateur ou réalisatrice a sa patte, mais c'est quand même moins marqué. Donc personnellement, moi, ça m'arrive plus facilement d'aller voir un film d'animation pour son esthétisme ou juste pour sa technique, par exemple. Donc ça peut faire un peu office de cheval de Troie pour sensibiliser certaines personnes. Très bien. Bon. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, auditeuristes, de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode. Merci à vous quatre. Merci à toi. Merci à Ramzy pour le jingle de l'émission. Merci Ramzy. Merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous. Bisous. Et pas dire bisous en période de Covid.